Jésus, mon doux 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 Jésus. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc c'est comique inventé le ski nautique. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2024, et donc j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux. Pour ma part, j'espère que je vais vous offrir plus de contenu cette année et surtout de meilleure qualité. Et en ce sens, j'espère que vous l'avez remarqué, je suis passée à la haute définition. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce en l'air si le contenu vous plaît, et également à écrire un petit commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. On se lance donc pour ce tout début d'année 2024 avec, comme promis, un film de Monsieur Jean-Yann. Voilà, je vous l'avais promis lors de ma dernière vidéo. Donc, chose promise, chose due, Jean-Yann que j'admire énormément et qu'il me tenait à cœur de vous faire découvrir cette année, si vous ne le connaissez pas déjà. Je tenais à vous le faire découvrir car c'est une personne dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont donc pas encore l'honneur de connaître Jean-Yann, je vais vous faire un petit topo pour vous présenter un petit peu le bonhomme. J'aimerais en effet faire de Jean-Yann le protagoniste de la chaîne cette année parce que je lui dois bien. Alors, que nous dit la notice Wikipédia de Jean-Yann à son sujet? Il est acteur, humoriste, auteur, producteur, réalisateur et compositeur. Et donc, cette liste, qui pourrait faire pâlir d'envie Léonard de Vinci, omet une chose, c'est que Jean-Yann a également été journaliste. Et c'est un point très important pour comprendre le film dont nous allons parler aujourd'hui. Jean-Yann a en effet effectué ses études au prestigieux Centre de formation des journalistes, et déjà à cette époque il est remarqué défavorablement par ses professeurs puisqu'il est rebelle, qu'il a un caractère un peu provocateur, qu'il cherche à amuser la galerie, et donc cela détonne un petit peu avec le caractère sérieux de l'institution. Il travaillera néanmoins pour de grandes stations de radio comme Europe 1 et RTL, et également pour de prestigieux journaux. Mais évidemment, son caractère ne plaira jamais à ses supérieurs et plusieurs fois il se fera limoger. Dans cette situation, ne pouvant laisser libre cours à sa créativité, il décidera progressivement d'abandonner sa carrière de journaliste pour se tourner vers le cabaret et la télévision. À un certain moment, quand on était journaliste et qu'on travaillait à la radio... Vous avez fait l'école de journaliste? Oui, mais à plus forte raison à la télévision, mais je sais pas, à la télévision... J'ai jamais été journaliste à la télévision, je peux pas le dire. Mais à la radio, on était ou journaliste ou on faisait des variétés. On pouvait pas faire les deux. Donc par conséquent, j'ai dit bon alors, choisissons les variétés. Et ça, c'était simplement parce que j'avais une espèce de faculté de faire rigoler les gens. Il valait mieux avouer que je voulais être un rigolo plutôt que d'être sérieux et de faire rigoler. 80% des hommes politiques actuels sont rigolos, oui, et s'obstinent à faire de la politique. Oui. Il ferait mieux qu'ils soient justement des rigolos, la politique serait mieux faite, on se marrerait plus, et puis ça ferait un renouvellement. Mais à cette époque, dans les années 60, la télévision comme la radio sont encore sous l'égide de l'ORTF, qui est un organe de l'État qui permet en fait de censurer les contenus subversifs. Et donc l'émission 1 égale 3, créée par Jean-Yann avec son comparse Jacques Martin, que vous connaissez sans doute plus pour l'école des fans, eh bien cette émission ne plaît guère et au bout de 5 émissions seulement, elle sera annulée. Annulée ou censurée puisque l'ORTF a décidé de ne pas reconduire l'émission, jugée trop subversive. Parallèlement à sa carrière télévisuelle quelque peu chahutée, Jean-Yann va également entamer une carrière au cinéma en tant qu'acteur pour le moment. Il lui tombe un petit peu dessus par hasard puisque ça n'est pas du tout sa vocation au départ. Mais il jouera tout de même dans de prestigieux films comme notamment Le Boucher ou Que la bête meurt, qui sont des films de Claude Chabrol que je vous recommande à fond. Le talent de Jean-Yann est unanimement reconnu et il se verra ainsi confier en 1971 le rôle principal aux côtés de Marlène Jobert dans un film de Maurice Pialat, Nous ne vieillirons pas ensemble, dont le tournage sera extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que Maurice Pialat et Jean-Yann ne peuvent tout simplement pas se blairer. Ce film, dont le tournage a été très pénible pour Jean-Yann, sera d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il va se tourner vers la réalisation. Donc c'est un petit peu un mal pour un bien.
Jean-Yann, pour le film Nous ne viendrons pas ensemble, recevra le prix d'interprétation à Cannes en 1972. Et bien que présent au festival, il n'ira pas chercher son prix. Je pense que Jean-Yann aurait adoré Ricky Gervais, qui lui aussi déteste le corporatisme des acteurs. You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore. I'm joking, I never did. Les deux films, donc Nous ne viendrons pas ensemble et le film dont on va parler, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, seront tous les deux projetés à Cannes. Et Jean-Yann encouragera les gens à aller voir son film plutôt que celui de Piala. Vous l'avez donc sans doute compris, donc avec ce portrait que j'ai tâché de brosser à grands traits, que Jean-Yann, voilà, c'est un esprit subversif, un esprit rebelle. Il a aussi un côté râleur, un peu soupolé. C'est un homme qui est épris de liberté, de justice et surtout qui est en lutte contre la connerie. Et là, normalement, ça devrait vous faire penser à un autre acteur que j'ai évoqué dans une précédente vidéo, qui est Jean-Pierre Bacry. Et oui, je pense que Jean-Pierre Bacry, finalement, c'est un petit peu l'enfant spirituel de Jean-Yann. Ainsi, avec tous ces événements, donc son travail à la radio qui s'est très mal passé, ses déboires avec ses supérieurs, mais aussi des tournages de cinéma assez pénibles, tous ces événements, voilà, vont conduire Jean-Yann à devenir réalisateur lui-même. Il souhaite faire son propre film, pour laisser libre cours à sa créativité d'une part, mais aussi un petit peu pour se venger des gens qu'il a rencontrés. Et il va s'en donner à cœur joie dans le film, il va bien les tailler. Je vais à présent vous parler un petit peu plus du contexte du film ainsi que du tournage. Donc c'est un film qui est sorti en 1972, soit 4 ans après les grèves de mai 68. Le mouvement de mai 68 a d'abord été lancé par des ouvriers, puis a progressivement été repris par des étudiants, notamment à la Sorbonne, menés notamment par Cohn-Bendit et Romain Goupil, de délicieux personnages. Ce que l'on retient de ce mouvement aujourd'hui, c'est surtout voilà, les contestations étudiantes, donc étudiants qui sont en lutte contre l'autorité ambiante, contre la France à papa, entre guillemets. Et dans le monde des médias, ça se traduit par une volonté de se débarrasser de l'ORTF, d'avoir un peu plus de liberté de ton, évidemment, puisque la censure est très importante à cette époque, comme on a pu le voir. Vous l'avez compris, l'ORTF a la main mise sur les programmes. C'est l'ORTF qui décide si tel ou tel programme peut être diffusé ou non. Et on a pu voir donc les conséquences que ça a pu avoir sur la carrière de Jean-Yann notamment, puisque Jean-Yann, lui, a été viré plusieurs fois de radio et d'émissions parce que son ton était trop libre. On a donc un film voilà, qui s'inscrit dans ce contexte de soif de liberté, avec lequel d'ailleurs il se montre parfois un peu distant. On a aussi le contexte, à cette époque, on a la mode des hippies et aussi des comédies musicales, notamment Jésus-Christ Superstar, qui est une comédie musicale qui a vraiment existé et qui est un peu tournée en dérision dans le film. On a donc aussi, au niveau du théâtre, un théâtre contemporain, donc plus politique, plus engagé. Et en fait, tous ces petits phénomènes de société vont également être tournés en dérision dans le film. Jean-Yann, avec ce film, voilà, souhaite pouvoir s'exprimer plus librement. C'est pendant le tournage de Nous ne vieillirons pas ensemble qu'il commence à écrire le scénario de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et il commence également à démarcher des producteurs qui tous refusent le projet parce qu'ils le jugent trop subversif. Mais Jean-Yann ne se laisse pas démonter et va se rapprocher du producteur de Piala, qui n'est autre que Jean-Pierre Assam, et tous les deux, ils vont fonder une société de production, Sine Qua Non, avec un C, comme cinéma. Donc, sur le tournage, il rencontre le producteur de Piala, qui est Jean-Pierre Assam, et c'est avec Jean-Pierre Assam qu'ils vont créer une société qui va s'appeler Sine Qua Non, et tous les deux créent cette société, et tous les deux, immédiatement, partent sur les films de Jean-Yann. Et c'est Sine Qua Non qui va produire Tout le monde il est beau, Les Chinois, Moyen à vouloir des sous, etc. Le tournage du film se fait sous les meilleurs auspices, comme en témoigne Daniel Prévost. Il est beau, ça a été pour moi le premier film que j'ai fait avec Jean, où, je veux dire, j'ai passé 3 semaines de premier bonheur réel professionnel. Travailler, c'était le confort absolu. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas de trac, il n'y avait rien. C'était moi, Jean arrivait, il était là devant moi. Bon, on y va, on fait la scène. Bon, alors tu fais quoi? Vas-y, on répète comment tu fais. Vas-y, ouais, ok, ouais, on fait ça. D'accord, on y va, moteur. Putain, on était bien, il n'y avait pas de trac, rien. Et si on se gourait, il gueulait pas. Jean-Yann va en effet, pour ce premier tournage, s'entourer de ses amis.
Il se donne le premier rôle dans le film, mais tous les autres seconds rôles sont distribués à ses amis. Donc Daniel Prévost, avec qui il a souvent travaillé à la télévision, Michel Serrault, avec qui il a également fait des sketchs et qu'il connaît très bien, Bernard Blier, qui reviendra également dans ses autres films, mais aussi Paul Prébois et Jacques François. En ce qui concerne Jacques François, c'est sur ce tournage-là qu'il le rencontre, il ne le connaissait pas avant. C'est par l'entremise de Ginette Garcin, qui joue également dans le film, que Jean-Yann rencontre Jacques François, et on peut dire que ça va être le coup de foudre. Je l'ai donc enregistré dans les bras de Jésus, et il cherchait, avant que je n'enregistre dans les bras de Jésus, il cherchait un homme assez distingué, tout ça, et moi je jouais une pièce de théâtre qui était Le Nu au tambour de Christmas Coward, comme je dis, de Noël Coward, et il me dit, je voudrais un mec un peu distingué. Je lui dis, écoute, j'ai ce qu'il te faut en magasin, viens voir le spectacle et tu comprendras. Et c'était Jacques François. Donc, il m'a dit, bon, on va tous bouffer après chez Lippe. Alors, je me vois encore chez Lippe avec une grande tablée comme ça. Jacques est arrivé plus tard, il est arrivé comme ça, et Jean m'a fait, oh la vache, je vais me cloquer, ce mec, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là est venue toute leur grande amitié. Le scénario du film est également signé par Gérard Cyr, qui est scénariste, mais aussi homme de radio. Donc on a deux personnes qui connaissent à fond leur sujet, ce qui donne cette authenticité au film. On sent que toutes les situations ont un fond de vérité. Par ailleurs, pour ce premier film, Jean-Yann témoigne déjà d'une certaine ambition artistique, puisqu'il s'entoure d'un compositeur prestigieux, le grand Michel Magne, c'est le cas de le dire. Et pas moins de 15 chansons seront composées rien que pour ce film. Donc on a un film déjà qui lorgne un petit peu vers la comédie musicale. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de scènes de danse, de chorégraphie, qui donnent un aspect de comédie musicale à ce film. L'ambition artistique s'illustre aussi par le fait que Jean-Yann s'est adressé à Tito Topin, qui est parmi plein d'autres fonctions graphiste, autodidacte, et qui va vraiment signer l'identité visuelle du film. Donc, vous verrez dans le film, il y a énormément d'affiches, de costumes, même de voitures floquées. Il y a vraiment une identité visuelle très forte, assez remarquable. Tito Topin, pour l'anecdote, il a fait énormément de choses. Voilà, c'est un mec multicasquette. Il est entre autres connu pour avoir créé le personnage de Navarro. Excellente série avec Roger Hanin. Donc, je vous fais un petit topo sur le film en essayant de ne pas trop vous le gâcher. C'est l'histoire de Christian Gerbert, incarné par Jean-Yann, qui est un reporter pour Radio Plus. Il est envoyé en Amérique latine pour faire l'interview d'un chef révolutionnaire qui est un disciple de Che Guevara. Il parvient non sans difficulté à faire cette interview, mais malheureusement son matériel est confisqué. Et donc lorsqu'il retourne à Paris, il n'a aucune preuve qu'il a pu donc avoir cet entretien. Seulement, lors de son retour, il s'aperçoit également que ses collègues, eux, qui n'ont pas du tout pu avoir d'entretien avec ce chef révolutionnaire, ont fait semblant de l'avoir approché, et donc en fait on fait des reportages truqués. Donc évidemment, il n'est pas hyper joyeux, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide de révéler en direct à la radio la supercherie. Évidemment, tout cela n'est pas du goût de son chef direct, Plantier, joué par Jacques François, qui le convoque et qui lui apprend que son grand chef, joué par Bernard Blier, a décidé de le virer, tout simplement. Mais tout cela n'est pas si simple, puisque Gerbert détient des informations sur la vie privée de Plantier. Donc celui-ci capitule en quelque sorte, il ne le vire pas, mais il décide de le placer dans une voie de garage, lui attribue la fonction de superviseur des émissions artistiques, ce qui ne veut rien dire. Christian Gerbert ne sait pas quoi faire, et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu un tacle à ce qu'on appelle aujourd'hui les bullshit jobs. Donc voilà, il se retrouve quand même à rester à la radio, et donc il en profite pour essayer de la torpiller un peu de l'intérieur. Donc Radio Plus, sa particularité, c'est que c'est une radio qui change régulièrement de thématique. Et au moment du retour de Gerbert, la thématique c'est Jésus. Ils sont à fond dans Jésus, la publicité, les émissions, tout c'est Jésus. Puisque Jésus est traité comme un produit commercial comme un autre. Évidemment, ça n'est pas du goût de Gerbert, qui trouve ça extrêmement cynique, et qui a le sentiment qu'on prend les auditeurs pour des idiots. Je vous disais, il va torpiller un peu la radio de l'intérieur, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer en une nuit des chansons humoristiques sur le thème donc, de Jésus. Donc il est dans le thème de la radio, mais il traite ça sur le mode humoristique, il prend ça
en dérision et donc il va diffuser ses chansons et évidemment il va se faire convoquer par Plantier. Une dispute forte va éclater entre les deux hommes et c'est à ce moment-là que Gerbert va présenter sa démission de la plus brillante des manières, la plus kiffante même, je devrais dire. C'est un petit extrait que je vous montrerai après. Donc Gerbert se casse, cependant, un patron qui est en quelque sorte un double de Gerbert, finalement commence à être lui-même agacé par les contenus que sa radio diffuse. Voilà, il trouve ça complètement idiot. Et donc, il va réembaucher Gerbert, il va virer Plantier, il va donner les pleins pouvoirs à Gerbert en quelque sorte, qui du coup voilà, va prendre le contrôle de la radio et décider de faire les choses à sa sauce. Et donc il va faire une sorte de radio idéale, une radio de la vérité. Et je m'arrête là parce que je ne veux pas vous gâcher la fin. Dans ce film, Jean-Yann tire à balles réelles sur tout un tas de monde. Pour commencer, il s'attaque donc aux journalistes. Oui, tout à l'heure, Ricardo Salinas me recevra. Pourquoi n'est-il pas à mes côtés en ce moment? La réponse, vous pouvez peut-être l'entendre. Ces coups de feu, ces rafales qui trouent le silence de la jungle vous disent qu'actuellement, sous mes yeux, les troupes de l'armée régulière s'affrontent avec Salinas et ses hommes. Pub au monde de l'entreprise, au théâtre post-68 art, et surtout à la politique, évidemment. Tout le monde, il en prend pour son grade. La religion, elle, est également évoquée dans le film à travers la figure de Jésus-Christ, voilà, qui est traité comme un produit commercial. Mais c'est pas dans ce film-là que Jean-Yann se moque de la religion en particulier, même si il me semble qu'il avait plutôt une aversion pour tout ça. Le film n'est pas un film anti-religieux ou quoi que ce soit, c'est vraiment le traitement qui est fait de Jésus-Christ, hein, qui est tourné en dérision. Le fait que Jésus-Christ soit traité comme un produit commercial et qui est moqué dans le film, pas la religion. Ce qui déplaît au personnage Gerbert, qui est quand même très proche de Jean-Yann, voilà, c'est la vulgarité. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon compte d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus surmoyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Je pense que c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, on sent que ça vient du fond des tripes. On le voit de toute façon dans la scène, il a un visage, il savoure. Il savoure et je pense que c'est pas que le personnage qui savoure, c'est Jean-Yann qui savoure parce qu'il se dit que si ses patrons regardent le film, voilà, une espèce de bras d'honneur qu'il leur fait. Et nous, en tant que spectateurs, on partage ce plaisir-là, cette espèce de catharsis. Beaucoup de monde veut ou a voulu voilà, dire ses 4 vérités à son patron. Et voilà, Jean-Yann réalise ce rêve pour vous. Comme je l'ai dit, le personnage de Christian Gerbert, finalement, il est très très proche de Jean-Yann. C'est un personnage qui va torpiller la radio de l'intérieur et dont le souci principal, finalement, c'est d'être honnête et de proposer du contenu de qualité, d'où voilà, son idéal de radio de la vérité. Une autre cible importante, c'est évidemment la publicité. Publicité qui vous fait acheter des produits de merde, et c'est pourquoi Jean-Yann, Christian Gerbert, je les confonds, lorsqu'il prend le contrôle de la radio, il décide de faire tester tous les produits dont ils vont diffuser des publicités. C'est Daniel Prévost qui joue le rôle d'un journaliste faux cul, donc c'est ce journaliste qui va tenir le rôle de cobaye. Test consommateur, Ringard. Il faut pas abuser des conserves. Et il va tout simplement mourir à force de tester des produits de merde. D'ailleurs, c'est assez cocasse quand on voit que Daniel Prévost, pendant très longtemps, a fait des pubs pour Super U. Il tourne également en dérision le monde de l'entreprise et ses méthodes quelque peu douteuses par moments. Donc là, en l'occurrence, lorsque le grand patron souhaite renvoyer ses subordonnés, il leur envoie rien d'autre qu'une tête de mort.
ce qui est tout à fait sympathique. Puis Jean-Yann tape également sur le théâtre contemporain post-68 art, hein, que j'ai un petit peu évoqué, voilà, du théâtre prétendument engagé avec des vues politiques, tout ce qu'il y a de plus flou et sibyllin. Que la nuit vienne, que vous me chevauchiez me prenant pour une de ces chiennes hautaines dont vous régalez vos hampes empesées. Oui, que vous me chevauchiez, que je vous donne ma vérole marxiste et que je contamine votre grandeur impérialiste. C'est assez savoureux cette scène parodique. On sent que c'est quelqu'un, voilà, qui est quand même qui s'est bien enseigné, qui a assisté à des pièces de ce genre-là. Je trouve que la parodie, elle est très juste. Enfin, une cible vraiment privilégiée, c'est évidemment la politique. Politique qui semble être aux yeux de Jean-Yann ou de Christian Gerbert une sorte de l'antithèse de la vérité, dont finalement le théâtre, la pub, la radio, les médias en général sont en fait des instruments. Vraiment s'opposer à ça avec sa radio de la vérité. Voilà. Pour prendre un maximum de précautions, nous allons vous demander de vous livrer une petite formalité. Le docteur Radio Plus, qui est le médecin de notre station, qui est le spécialiste des émissions médicales, va vous faire une petite piqûre. Une petite piqûre absolument inoffensive, une piqûre de pain total. Pour vous, il n'y a aucun risque. Pour nos auditeurs, une garantie, celle d'être certain que vous allez dire la vérité et rien que la vérité. Non, écoutez, alors là, vous êtes fou, hein. Je proteste, non, je vous en prie, mais non, on ne m'avait pas prévenu avant l'émission, c'est un véritable traquenard. Enfin, je vous assure que vous ne risquez rien, mes camarades sont témoins, peuvent vous le confirmer. D'abord, j'ai horreur des piqûres. Là. Ensuite, ces procédés sont contraires aux règles les plus élémentaires de la politique. De la courtoisie. Et donc cette radio de la vérité, comme il la nomme, elle va se heurter aux impératifs économiques que défend donc son grand patron, et ça ne pourra pas tenir très longtemps malheureusement. Donc le constat du film, il n'est pas forcément cynique, mais en tout cas il est assez pessimiste. Et d'ailleurs, il y a quelques scènes dans le film qui sont extrêmement sombres, enfin, ou en tout cas avec un humour très très noir, et je pense donc à la scène de l'attentat raté, où c'est la femme de Plantier qui meurt à la place de Christian Gerbert, hein, qui était la cible de l'attentat. Donc là, c'est vraiment de l'humour très très macabre. Et en même temps, cette scène-là, elle n'est pas complètement délirante, puisque très récemment, en France, il y a eu donc un homme qui s'appelle Bruno Gassio, qui était auteur des Guignols de l'info, qui lui-même a été pris pour cible. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a eu un projet de supprimer cette personne. C'est quoi de voir son dossier avec assassinat de soi-même? Alors ça, je l'apprends en 2005 ou 2006 par l'éditeur du bouquin de Martinet, qui s'appelle Guy Birenbaum. Et il me dit, il faut que je te parle. Alors, je dis, je vais publier un livre dans lequel il y a ton assassinat. Qui veut m'assassiner exactement? Donc ça, c'est des informations véridiques, hein. Donc cette scène d'attentat raté, ben, elle n'est pas finalement, elle n'est pas délirante, parce que ça existe aussi aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui reçoivent des pressions, qui donc au mieux se font virer. Pire, il y a des tentatives d'assassinat contre eux. Voilà. Par ailleurs, ce n'est pas un film qui est que dans un esprit de critique bête et méchante. Il y a aussi quelques nuances qui sont apportées, parce que par exemple, il y a une petite scène où l'on voit que l'un des hommes un homme qui travaille dans une usine, commence à s'élever contre Christian Gerbert. Pourquoi? Mais parce que lui, comme ses milliers de collègues, risquent de perdre leur boulot si l'entreprise ferme. Le film, il n'est pas complètement en dehors de la réalité. Il y a toujours des nuances. C'est vrai que la publicité, aussi détestable soit-elle, ça fait aussi vivre des gens. Donc en somme, c'est un film qui, aujourd'hui, n'a rien perdu de sa pertinence à mes yeux. Donc évidemment, il y a une ambiance années 70 très marquée, hein. D'ailleurs, il y a aussi un petit passage qui, à mon avis, ne passerait pas du tout aujourd'hui. C'est un film qui est sorti en l'an 45 avant MeToo, donc évidemment, il y a encore quelques petits trucs comme ça qui ne passeraient pas aujourd'hui. Mais ça, vraiment, je pense que ça ne vous empêchera pas d'apprécier le film, parce que c'est un tout petit détail. Important surtout, c'est son contenu politique qui, aujourd'hui, finalement, n'a rien perdu, et un contenu qui est peut-être encore plus pertinent aujourd'hui quand on voit les médias. Pour preuve,
Au moment où j'ai écrit cette vidéo, donc il s'est passé le remaniement au gouvernement français, hein, je pense que vous êtes au courant. Voilà, le Premier ministre maintenant c'est Gabriel Attal. Donc quel que soit ce que vous pensez de Gabriel Attal, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est le déballement médiatique qu'il y a eu donc, autour de cet événement. Et vous admettrez hein, que vous soyez pour ou contre Gabriel Attal, peu importe. Il y a eu des choses extrêmement ridicules. Je pense notamment à un extrait de Christophe Barbier que voici. Et un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. Christophe Barbier, à mon avis, un jour dans sa vie, il s'est retrouvé au même carrefour que Jean-Yann. Voilà, il avait le choix entre le cabaret et le journalisme. Et malheureusement, il a pris la mauvaise voie parce que... Ouais, mais Christophe Barbier, il a vraiment sa place dans un cabaret. L'actualité démontre encore à quel point le film est pertinent. Moi, en le revoyant donc très récemment, là, en vue de préparer cette vidéo, mais je me suis dit, mais rien n'a changé, c'est peut-être même pire encore. C'est un film qui a acquis un statut de film culte. L'expression « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », elle est passée dans le langage courant, pour ainsi dire. C'est d'ailleurs un film qui a aussi eu une influence sur d'autres arts, comme la musique, et notamment je pense à une chanson de Rachita Barbès, dans laquelle il cite le titre du film. Et c'est ça. Tout le monde il est bon, vie Barbès. Tout le monde il est gentil, vie Barbès. Et ça n'est guère étonnant, hein. Il n'y a aucun hasard, c'est parce que Rachita, c'était un immense fanboy de Jean-Yann. Je vous invite donc chaudement à regarder ce film si ça n'est pas déjà fait. Je pense que voilà, vous verrez beaucoup d'échos entre ce film et le monde d'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit. En fait, c'est un film voilà, qui n'a perdu aucunement sa pertinence, qui est resté quand même très drôle en plus. Les musiques sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres, je vous assure. Et voilà, je vous promets que vous allez passer un très bon moment si vous regardez ce film. Je pense, voilà, sincèrement, que l'on a besoin d'un Jean-Yann pour pouvoir affronter la connerie de notre monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air et à commenter afin de pouvoir aider au référencement de la vidéo. Et puis à bientôt, boujou chez vous. Vas-y, ouais. Mon Dieu Jésus, 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 mon Dieu Jésus. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc c'est comique, inventé le ski nautique. Alléluia, alléluia, alléluia.